Maintenant, vous voyez l'écran. Eh bien, donc, on a le plaisir de vous présenter la restitution de cette exploration qui va démarrer dès 2022. Avec le programme suivant, on va très rapidement revenir sur les temps forts de l'exploration en quelques mots, une petite introduction pour resituer les choses, et puis on reviendra plus en détail sur les principaux enseignements de nos travaux. L'identification des ménages vulnérables, l'expérimentation de solutions d'accompagnement et le témoignage de deux conseillères mobilité de WIMOV qui nous ont accompagnés sur le terrain auprès des ménages qui ont participé à l'exploration. On prendra un peu de recul avec un temps de perspective, avec notamment une bonne partie de nos partenaires, nos trois partenaires territoriaux, la communauté d'agglomération de La Rochelle, la métropole de Limoges, la métropole de Lyon, et on aura aussi des témoignages de nos autres partenaires présents aujourd'hui, l'ADEME, WIMOV et le laboratoire de la mobilité inclusive. Et on terminera très rapidement sur quelques informations à la fois sur où trouver le livrable de l'exploration et quelles autres démarches sont en cours ou quelles réflexions sont en cours. Pour l'instant. Alors, en bref, un petit retour sur l'histoire de l'exploration. D'abord, commencer par rappeler les partenaires qui ont accepté d'embarquer dans cette aventure avec nous, et on les en remercie à nouveau. En termes de financement, on a eu le soutien de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique. On a aussi eu le soutien financier des trois territoires qui nous ont accueillis pour l'exploration et les expérimentations avec les ménages. On a été accompagné également par WIMOV, qui a mis à disposition de l'expérimentation son expertise en matière de conseil en mobilité. Et puis, on a également été soutenu par le laboratoire de la mobilité inclusive, à la fois en expertise et en communication, et puis par l'université Gustave Eiffel, au sein de laquelle Jade Charbonnier, qui est avec nous ce matin, réalise sa thèse. Jade est en thèse de CIFRE chez Auxilia, et donc on a eu un soutien aussi scientifique dans le cadre de notre exploration. Et du côté d'Auxilia, on s'est occupé de mener un certain nombre de travaux, d'animer l'exploration, réaliser les analyses, suivre les ménages, coordonner le tout. Alors, un gros schéma pour dire quelque chose de simple, hein, c'est simplement que un dispositif d'exploration, c'est un dispositif qui n'est pas à l'origine, pas l'objet d'une commande. On n'a pas répondu à un cahier des charges. On a eu une intuition sur laquelle on va revenir juste après, dès 2022. Et on a souhaité mettre en pratique cette intuition, aller tester cette intuition sur le terrain. Donc, on a monté cette exploration ex nihilo avec un certain nombre d'étapes successives. Parfois en parallèle, il fallait d'abord mobiliser les acteurs, puisqu'on avait besoin de trouver des partenaires et de trouver des territoires d'accueil pour pouvoir réaliser notre exploration et les phases d'expérimentation qui allaient suivre. Il a fallu notamment chercher un certain nombre de partenaires aussi de terrain pour être en relation avec les ménages et trouver des solutions de mobilité à faire tester. On va revenir sur tout ça en détail. On a ensuite constitué des cohortes de ménages, mis en œuvre l'expérimentation avec des temporalités différentes sur chacun des trois territoires, mais sur plusieurs mois d'affilée dans les trois cas. Et puis on arrive fin 2024 à la fin de l'expérimentation, et donc on a été en capacité d'en tirer un bilan, une analyse et un certain nombre de recommandations qu'on va vous partager ce matin. On a mis en parallèle dans la frise, mais je vous épargne les détails, les temps forts de ce qui a pu se passer de manière plus générale sur les questions de zones à faible émission en particulier. Mais vous voyez que c'est un projet long comme celui-là, forcément, évolue petit à petit aussi en fonction de l'actualité et des réalités qui s'imposent ou qui se mettent en œuvre sur chacun des territoires, en l'occurrence, sur lesquels on a travaillé. Et je vais laisser la parole à Francis Demose, qui doit être arrivé parmi nous, le délégué général du laboratoire de la mobilité inclusive, pour nous redire le lien qu'il y a eu entre les travaux du laboratoire et le lancement de l'exploration. Bonjour à tous, bonjour Marc, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ravi d'être avec vous, effectivement.
Nous, au Laboratoire de la mobilité inclusive, donc on est une fondation, on soutient la mobilité pour tous, on a un think tank et on souhaitait vivement être partenaire de votre projet parce que ce projet s'inscrit vraiment dans la suite logique du projet Inclusion Transition qu'on a lancé au laboratoire en 2022. Ce projet il répond à une question face à la double urgence sociale et climatique et face à la tension qui en découle, comment concilier cette question de l'inclusion et de la transition écologique dans le champ de la mobilité. Ce projet qui a été lancé il y a 3 ans se compose de plusieurs travaux. On a mené une recherche exploratoire sur notamment les termes mobilité inclusive, mobilité durable. On a lancé tout un cycle de podcasts et on a mené une étude qu'on vous a confiée, Marc, c'était il y a 3 ans, euh, qui portait ce titre. Comment concilier inclusion et transition avec une sorte de partage d'expérience des acteurs de terrain. En fait, on voulait nous vérifier euh, si le constat collectif que l'on avait dressé au LMI, c'est-à-dire d'une tension entre les enjeux climatiques et les enjeux sociaux se vérifier sur le terrain? Et si oui, comment les acteurs abordaient cette problématique? Le rapport Comment concilier inclusion-transition traite de cette question, de ces tensions, avec un certain nombre de recommandations. Il est toujours évidemment disponible sur le site du labo. Et évidemment, dans vos travaux, la question des ZFE est apparue de façon assez claire comme celle qui incarnait le mieux finalement cette tension entre inclusion et transition. Et il y avait notamment dans les recommandations du rapport sur cette question des ZFE d'essayer de traiter ce sujet-là un petit peu sur la façon dont avait été fait la question famille zéro déchet et de le traduire sur la question des ZFE. Et donc, évidemment, lorsque vous avez pris l'initiative de traiter cette question des ZFE sous la forme de cette exploration, on a été vraiment effectivement très attentif et on a suivi l'ensemble des travaux pour traiter de ce sujet qui pour nous était vraiment emblématique de cette question. Merci beaucoup, Francis. Voilà, donc effectivement, on ne se lance pas dans un dispositif comme ça sans avoir un peu mûri la question effectivement, on a eu la possibilité de la mettre en pratique, cette recommandation, cette intuition de 2022. Je poursuis et termine l'introduction avec quelques chiffres clés. Donc, sur cette exploration, on a pris beaucoup de contacts de nature diverse et variée. On va revenir un peu plus en détail là-dessus. Mais globalement, on a contacté 120 acteurs relais et prescripteurs sur les 3 territoires et une trentaine d'opérateurs de mobilité avec au final 90 échanges, ce qui est déjà pas mal avec toute partie de ces acteurs. On a suivi, in fine, alors on a embarqué une 60aine de ménages, mais in fine, on a réussi à suivre une 50aine de ménages sur l'ensemble des 3 territoires. Chaque ménage a pu être accompagné entre 3 et 4 mois, c'était un petit peu variable selon les ménages, le tout sur une période un peu glissante, avec beaucoup d'échanges de suivi. Chacun des ménages avait été au préalable accueilli par un conseil en mobilité WeMove. On a également travaillé sur l'analyse et l'identification de zones types de vulnérabilité. On a identifié 4 zones types. On a identifié aussi des enjeux très forts sur lesquels on va revenir, de ménages invisibles avec des situations complexes et multiples que cette exploration permet de mettre en évidence. Parmi les résultats intéressants, on s'aperçoit que les transports en commun et le vélo dans une moindre mesure sont quand même les solutions les plus faciles d'accès. Un ménage sur 2 a pu tester les transports en commun dans le dispositif qu'on a proposé. On avait proposé dans le cadre de l'exploration aussi dès le départ de créer une communauté d'intérêt. C'est un petit peu l'idée du webinaire aujourd'hui. C'est le 3e webinaire qu'on organise dans le cadre de l'exploration qui a pu suivre nos travaux. On a créé un site internet et puis on a essayé de valoriser autant que faire se peut les travaux qu'on a menés sous diverses formes avec également des articles. Tous les replays des précédents webinaires, articles et autres posts sont disponibles sur le site internet de l'exploration dont on remettra le lien. Et enfin, on a rédigé ce livrable final. Je termine pour que ce soit clair et simple, réexpliquant sur un territoire donné, sur une période donnée, donc c'est semi-fictif ce que vous avez à l'écran, comment les choses vont fonctionner. Donc imaginons qu'on soit sur Limoges, on démarre en février,
On a commencé, une fois qu'on avait évidemment préparé toute la partie montage, par un diagnostic du territoire, identification des zones de vulnérabilité sur le territoire, mise en œuvre du recrutement des ménages auprès de l'ensemble des partenaires relais et prescripteurs sur le terrain, et puis constitution des cohortes d'accompagnement, identification aussi des besoins d'expérimentation pour chacun des ménages, en fonction des besoins de mobilité et des situations individuelles ou collectives à l'intérieur du ménage, mise en œuvre ensuite de l'expérimentation quelques mois ensuite, à partir de l'été, enfin du début de l'été, sur le test des solutions et puis le suivi de leur pratique, et puis capitalisation sur la fin de la période qui, donc, comme vous pouvez le constater, dure à peu près un petit peu moins d'un an dans cette phase expérimentale. Voilà pour cette introduction, et on va pouvoir passer aux principaux enseignements, en commençant par l'identification des ménages vulnérables. Alors, en effet, là, on va revenir sur la manière dont on a procédé pour identifier ces ménages vulnérables. Donc, la première façon de travailler, ça a déjà été de cartographier des zones de vulnérabilité sur nos territoires d'expérimentation. Donc, ça nous a permis de réaliser 3 diagnostics territoriaux pour connaître, comparer et puis orienter le recrutement ensuite des cohortes de ménages. Donc, on s'est appuyé sur une méthode originale, donc, qui mêlait analyse documentaire, cartographie de données croisées et entretien, et ce qui nous a permis à aboutir à un diagnostic croisé sur les 3 territoires, qui nous permettait de bien différencier 4 zones types de vulnérabilité, donc dans chacun des 3 territoires. Donc, schématiquement, on avait généralement les centres et les péricentres, les couronnes périurbaines, les communes peu denses éloignées des zones urbaines et les communes extérieures aux métropoles ou à l'agglomération. Et l'enjeu, c'était de bien définir des zones dans lesquelles on a à la fois un parc automobile qui est relativement ancien et des ménages qui font face à des difficultés socio-économiques, et ensuite de venir caractériser pour chacune de ces zones les difficultés liées aux alternatives à la mobilité, aux pratiques de déplacement et aux contraintes qui existent dans ces zones-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de définir des ménages vulnérables qui ont des réalités et des pratiques de mobilité bien différentes, voilà, que ce soit des habitants et habitantes de communes très denses dans le centre des métropoles ou de l'agglomération, ou des habitants qui se situent dans les communes rurales. Donc, c'est une méthodologie qu'on a été en capacité de répliquer déjà sur d'autres territoires. Donc, voilà, c'est pour nous une première étape qui est essentielle pour comprendre qui sont les ménages vulnérables en situation de ZFE ou de contraintes fortes sur la mobilité. Ensuite, on a pu identifier concrètement des ménages vulnérables et constituer des cohortes expérimentales. Donc là, l'enjeu, ça va être d'identifier des ménages concrètement qui répondent à nos critères, c'est-à-dire des ménages qui font face concrètement à la contrainte ZFE ou de stationnement, donc ils sont confrontés soit parce qu'ils résident dans le périmètre, soit parce qu'ils ou elles s'y rendent quotidiennement. Et là, on a fait face à plusieurs difficultés, et principalement, c'est l'idée que ces ménages ils sont invisibles, d'une part pour les acteurs de la mobilité, mais donc aussi pour nous. C'est des ménages qui souvent passent en dehors des radars de l'aide sociale notamment, et donc c'est difficile de les identifier et de lever cette invisibilité. Par ailleurs, les contraintes socio-économiques du quotidien que vivent ces ménages vulnérables-là sont des obstacles à un accompagnement sur le temps long. Donc, je vous donne un exemple. Accompagner un ménage qui a un lieu d'emploi changeant parce que voilà, c'est un ménage qui travaille en travail temporaire ou en intérim, eh bien, ça rend difficile l'intégration dans un processus d'expérimentation qui nécessite de travailler sur les trajets, notamment résidence-emploi, sur le temps long. Et que dire de ces ménages vulnérables, donc en contexte ZFE ou en contexte de restriction de stationnement? Tout d'abord, ce qu'on a observé, c'est vraiment l'enjeu de vieillir avec sa voiture. Ce qu'on observe, c'est une difficulté à se projeter dans le futur et dans le changement. Voilà, l'idée que la mobilité, puis toutes les alternatives à la voiture, elles génèrent du stress, ce qui était pour nous assez flagrant. De l'autre côté, ce qu'on a observé aussi, c'est qu'une partie de ces ménages-là sont intégrés dans des réseaux de mobilité du
care, c'est-à-dire des formes de déplacement avec la voiture qui permettent de rendre service à des voisins, à des personnes de la famille, à prendre soin en général. Donc, ça peut être faire ses courses pour une personne plus âgée, emmener des enfants à des activités. Donc là, c'est vraiment tout à fait l'exemple de Daniel, 78 ans. Là, on a mis un petit extrait d'un entretien où elle nous disait bah, j'aidais beaucoup les gens à faire leurs courses, à les emmener à leur rendez-vous médicaux, etc. Et donc, finalement, contraindre la mobilité de certains ménages vulnérables, ça peut aussi avoir des effets indirects sur d'autres ménages. Par ailleurs, ce qu'on observait, c'est que la voiture, c'est une contrainte préexistante pour ces ménages-là. Donc, ces ménages précaires, en fait, ils n'ont pas spécifiquement attendu la ZFE pour être en situation de contrainte avec la voiture. De fait, c'est des voitures qui tombent régulièrement en panne, qui génèrent un certain nombre de frais, sans parler voilà, du coût du carburant. Et donc, nous, ce qu'on a analysé, c'est un double enjeu, à la fois de forte mobilité liée à l'emploi, donc avec des ménages qui font soit des longs trajets pour se rendre sur leur lieu de travail, ou alors dont le lieu d'emploi est très changeant, par exemple, et une forme d'immobilité contrainte liée au logement, donc soit parce que c'est des ménages qui sont dans le parc social, soit parce que c'est des ménages qui n'ont pas forcément la capacité à faire un choix sur le lieu de résidence. Donc, de fait, on est dans des formes de dépendance à la voiture assez importante. Et dernier point, qui est peut-être plus évident, mais c'est ce qu'on observe, c'est une forte fracture numérique des formes d'électronisme dans les ménages qui font partie de nos corps. Donc, voilà pour la partie... Je vais juste me permettre un petit mot d'abord. C'est Jade Charbonnier qui vous parle, parce que je crois que tu n'as pas dit ton nom quand tu l'as commencé. Donc voilà, c'est notre chercheuse maison. C'est Jade qui est en train de réaliser sa thèse en chiffres chez Auxilia. Et je voulais aussi redire le contexte spécifique de chacun des territoires pour que ce soit bien clair. On était donc sur trois situations complètement différentes. Sur le Grand Lyon, la ZFE était déjà initiée. Sur la métropole de Limoges, on a travaillé dans une perspective éventuelle de ZFE. Donc c'est très intéressant de se dire, en cas de ZFE, on aura peut-être l'occasion de rediscuter en cas de ZFE tout à l'heure, comment on anticipe les choses sur notre territoire. Et dans le cas de l'agglomération de La Rochelle, on n'est pas sur une ZFE, le territoire n'est pas concerné. En revanche, on est sur l'extension de la zone horodatée qui présente les représentants de l'agglomération comprennent mieux que moi tout à l'heure, mais également une autre forme de contrainte dans la réalité quotidienne de la mobilité, d'où le fait qu'on parle de ZFE et de stationnement dans ce qu'on est en train de vous présenter. Et donc là, on voulait simplement revenir sur des exemples de recrutement dans la cohorte de ménage, parce que, au-delà de vous faire rentrer dans les coulisses de l'exploration, c'est avant tout parce que pour nous, il y a un vrai enseignement sur la manière dont on a procédé pour identifier et approcher ces ménages-là. Donc un exemple, celui du recrutement d'un ménage à Lyon. Donc on était passé par la direction vie à domicile de la métropole de Lyon, qui a présenté notre projet à plusieurs structures d'aide à domicile, qui ont pu, elles, identifier des personnes en interne qui pouvaient être intéressées pour entrer dans l'expérimentation, et ça a abouti sur le recrutement d'une auxiliaire de vie dans le projet. Donc, en fait, là, on voit bien qu'on s'est appuyé sur des acteurs relais et puis ensuite des employeurs qui étaient en capacité d'identifier des ménages qui pourraient être intéressés. Dans le cas de Limoges, un autre exemple intéressant, le projet a été relayé par l'UFOLEC, qui est une fédération de sport et d'éducation populaire, qui nous a mis en relation ensuite avec un centre social qui travaille notamment en QPV. Et on a pu présenter notre projet aux habitantes lors d'un café famille, et ça a abouti au recrutement d'une famille qui habitait dans un QPV du Val de Laurence. Donc ça, c'est un très bon exemple aussi de comment on peut s'appuyer sur des acteurs sociaux qui sont au contact de ces ménages vulnérables pour, dans notre cas, c'était pour les faire entrer dans l'expérimentation, mais peut-être plus généralement, c'est la possibilité de parler d'un dispositif d'aide, d'alternatives à la voiture qui existe sur le territoire, etc. Dans le cas de La Rochelle, on a eu notamment un premier échange avec le CCAS de La Rochelle, auquel on a pu présenter le projet. Ça aboutit sur le recrutement d'un homme précaire avec un jeune enfant qui habite dans le quartier du Mireuil. On voit bien que s'appuyer sur les acteurs sociaux, ça a été incontournable dans l'exploration, et nous pensons que ça l'est plus généralement quand on parle d'alternatives à la mobilité. Donc maintenant qu'on vous a présenté un petit peu la manière dont on a procédé pour identifier ces ménages, on va revenir simplement sur quelques préconisations. Donc déjà pour nous, en amont, il
il y a vraiment un enjeu à intégrer systématiquement une évaluation sociale approfondie dans la préfiguration des politiques publiques de régulation de la voiture, donc qu'elle soit de l'ordre du stationnement ou d'une zone à faible émission. Pour nous, une évaluation qui est notamment qui passe par soit la cartographie des zones de vulnérabilité, soit une approche qualitative, nous semble essentielle. En effet, ce qu'on observe, c'est que parfois, il y a des manques dans les données, notamment dans les données intracommunales, et que donc une dimension qualitative est essentielle pour bien saisir quelles sont les vulnérabilités de mobilité sur un territoire. Pour nous, ce qui est important aussi, c'est d'analyser les impacts de ces politiques au-delà des frontières de l'EPCI, essayer d'aller comprendre quels sont les impacts d'une telle mesure sur les communes qui sont voisines de l'EPCI et qui peuvent finalement aussi observer des difficultés chez leurs habitants et habitantes. Et ensuite, dans la mise en place des dispositifs d'accompagnement, on a mis au point un certain nombre de préconisations. Donc, d'une part, c'est l'idée de créer un réseau d'acteurs locaux pour fédérer l'écosystème social autour des enjeux de mobilité. Et ça passe par plusieurs éléments. D'une part, communiquer sur le dispositif ZFE ou les alternatives qui existent sur le territoire, mais surtout former ces acteurs aux alternatives à la voiture individuelle. Donc, quand je dis acteurs, je parle bien des prescripteurs de terrain, donc des assistantes et assistants sociaux, les conseillers, conseillères emploi-insertion, par exemple, les médiateurs et médiatrices en QPV. Voilà, qu'il y ait une vraie formation sur ces enjeux de mobilité. Et de la même manière qu'il y ait aussi un retour de ces acteurs de terrain sur toutes les difficultés que rencontrent les bénéficiaires au quotidien. Dans le cadre de tous les dispositifs qui entourent les zones à faible émission ou les autres politiques de restriction de stationnement, par exemple, ce qu'on observe souvent, c'est un non-recours aux aides qui sont mises en place ou aux dispositifs qui existent. Donc, voilà, tout l'intérêt de s'appuyer aussi sur l'expertise des acteurs sociaux qui ont l'habitude aussi de traiter avec ces ménages bénéficiaires-là et d'identifier les freins au recours. Ensuite, pour cibler ces ménages invisibles qui sont impactés par la ZFE, nous, ce qu'on recommande, c'est de privilégier un accompagnement physique ou par téléphone et de saisir l'opportunité du recours à une dérogation. Je pense par exemple à la dérogation Petit Douleur à Lyon ou d'un moment d'information sur les alternatives à la voiture pour vraiment mettre en place une stratégie d'accompagnement du ménage en prenant en compte l'ensemble de ses déplacements sur la semaine. Ça peut passer aussi par une stratégie d'aller vers, donc vraiment sortir des agences de mobilité pour aller sur le terrain, et en particulier dans les zones qu'on a identifiées comme étant vulnérables, donc des communes qui sont éloignées du centre, par exemple, des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et essayer de cibler ces ménages par d'autres canaux, donc que ce soit en s'appuyant sur les garages automobiles, les vélocistes, ou encore, comme ça peut se faire ailleurs, lors de l'envoi des contraventions. Donc ça, c'est l'exemple de Bruxelles. Donc, vous l'avez compris, pour nous, mettre en place un accompagnement physique ou téléphonique, c'est essentiel pour contrer l'électronisme. Ça permet de vraiment concrétiser le recours aux aides. Ça peut passer aussi par mettre en commun des accueils qui sont déjà existants. Donc là, ça va être par exemple de s'appuyer sur les initiatives qui existent sur la précarité énergétique, ou en tout cas essayer de valoriser au mieux le rôle de guichet unique que peut créer ces dispositifs de mobilité ou qui préexistent peut-être sur le territoire. Et enfin, c'est essentiel de proposer une réponse au sentiment d'injustice des personnes qui sont concernées par la ZFE ou par d'autres politiques de restriction, en proposant notamment des solutions qui sont peut-être différentes uniquement de celles du changement de véhicule vers un véhicule électrique qui peut cristalliser une certaine opposition et capitaliser sur des dérogations ou des dispositifs qui font diminuer ce sentiment d'injustice. Donc, je pense à la dérogation petit rouleur, à l'accompagnement au changement vers des alternatives de mobilité avec le conseil mobilité, etc. Donc voilà pour les principales préconisations concernant l'accompagnement des ménages vulnérables. On va continuer à vous présenter les résultats pour que ça fasse sens d'un point de vue global, mais surtout n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions ou des remarques, à les inscrire dans la conversation, on pourra les prendre en compte pour prendre le temps à la fin de cette première partie de la présentation d'échanger avec vous. On poursuit avec l'expérimentation des solutions d'accompagnement. Oui, bonjour, je suis Clara Corner, et donc je suis chef de projet mobilité chez Auxilia. Donc, je vais vous présenter la partie expérimentation des solutions d'accompagnement.
L'objectif, ça a été, sur cette expérimentation, de mettre en place un écosystème de solutions de mobilité qui soit gratuit et aussi d'accompagner les ménages. Donc tous les mots sont importants ici. Un écosystème de solutions, c'est vraiment ça qu'on voulait proposer aux ménages, c'est-à-dire une grande diversité de solutions de mobilité. On s'est rendu compte que plus le bouquet de solutions proposées était important, plus il y avait de ménages qui avaient été embarqués dans l'exploration. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est concrétisé quand on a mis en place l'expérimentation. On voulait aussi proposer un bouquet de solutions qui soit pratique et facile d'usage pour les ménages. C'est-à-dire, dans l'idéal, un pack mobilité, dans l'idéal aussi un guichet unique où récupérer tous les titres de transport, voilà, et un lien entre les différents opérateurs de mobilité qui soit assez fluide pour permettre, encore une fois, une facilité d'usage pour les ménages qui se lanceraient dans l'exploration. Et la gratuité, c'était aussi quelque chose d'important pour nous et c'est ce qu'on a essayé de négocier avec les opérateurs de mobilité qu'on a approchés pour l'exploration. L'idée étant d'essayer de restreindre, il y avait un coût d'entrée pour les ménages à se lancer dans l'exploration, à remettre en cause leur habitudes de mobilité au quotidien. Et donc, on s'est dit que voilà, la gratuité pouvait aussi être quelque chose qui limiterait ce coût d'entrée, ne rajouterait pas, en tout cas, un fardeau en plus aux ménages. Donc, c'est ce qu'on a essayé, en tout cas, de négocier. Donc, on a approché une bonne trentaine d'opérateurs de mobilité, d'acteurs de la mobilité plus généralement dans le cadre de l'exploration sur les 3 territoires. Vous en avez un certain nombre à l'écran voilà, de cet écosystème d'acteurs de la mobilité qu'on a pu approcher, avec lesquels aussi il y a eu du coup un certain nombre de contrats qui ont été passés. Au total et au final, quelles solutions on a proposées? On a systématiquement un accompagnement des ménages. On l'a déjà un petit peu évoqué, on le réévoquera après avec les conseillères mobilité de WeMove, mais ça c'est quelque chose qui a été mis en place sur les 3 territoires, d'accompagner les ménages déjà via un diagnostic mobilité, mais ensuite, nous, côté auxiliaire, on a suivi les ménages au fur et à mesure de l'avancée de l'exploration. Tous les mois ou toutes les 2 semaines, ça dépendait, on les appelait pour voilà, les mobiliser, voir si tout se passait bien. Donc il y avait vraiment un accompagnement très fin de chaque ménage tout au cours de l'exploration. En plus de ça, donc sur tous les territoires, il y a eu un abonnement au transport en commun qui a été proposé, un abonnement donc gratuit de 3 mois en règle générale, donc sur les 3 territoires. Sur La Rochelle et sur Lyon, il y a eu de l'autopartage, donc des crédits offerts d'autopartage qui ont été mis en place, du vélo qui a pu être proposé en libre service ou alors de la location longue durée pour des vélos électriques notamment. Sur tous les territoires, on proposait aussi la possibilité d'aller à des ateliers vélo, des vélos-écoles pour les personnes qui ne se sentiraient pas très à l'aise avec le vélo, le test du vélo. Il était possible donc de prendre des cours de remise en selle dans différentes associations avec lesquelles on avait un accord. Voilà, donc c'est ce qu'on a pu proposer sur les 3 territoires en termes de solutions. Donc, si on peut faire un bilan des solutions proposées, déjà, ce qu'on note, c'est qu'il y a une véritable envie de tester des alternatives. C'est encore une fois, se lancer dans une exploration, c'est pas anodin. Et donc, il y avait vraiment une motivation des personnes qu'on a essayé, encore une fois, de maintenir pendant toute l'exploration en accompagnant régulièrement, en appelant les personnes. Mais il y a eu en tout cas une véritable motivation de la part de tous ces ménages. Ce qu'on note aussi, c'est que le conseil, le diagnostic mobilité, le conseil en mobilité, c'était perçu par les ménages comme une étape extrêmement importante. Dans les retours qu'on a pu avoir, il y avait une satisfaction à pouvoir discuter de leur situation personnelle avec les conseillers en mobilité. C'est un temps qu'ils ont toujours apprécié. Ils ont pu apprendre aussi des choses. On leur présentait, les conseillers en mobilité présentaient les solutions de mobilité qu'il y avait à disposition dans le cadre de l'exploration, mais aussi il y avait un point sur les aides financières dont ils pouvaient bénéficier, comment pérenniser telle ou telle solution de mobilité après l'exploration. Tout ça a été abordé et c'est des choses qui ont été particulièrement appréciées par les ménages. On l'a déjà dit rapidement, mais ce qui a été testé en majorité, c'est les transports en commun et le vélo.
pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment que c'est ce qui est le plus simple à tester. C'est aussi quelque chose que les gens connaissent. On sait à peu près comment prendre un bus. Le vélo, on sait ce que c'est. L'autopartage, en revanche, par exemple, c'est quelque chose qui était beaucoup moins connu pour les ménages et qui a pu voilà, faire un peu plus peur et donc être moins testé par un certain nombre de ménages. On nous a aussi dit que c'était la liberté, les transports en commun, le vélo, que ça enlevait en tout cas une certaine charge mentale par rapport à la voiture, notamment au niveau du stationnement. Il n'y a pas à passer des minutes, voilà, voire une demi-heure à trouver un stationnement quand on arrive. C'est ce qu'on nous a beaucoup dit voilà, en faveur de ces deux modes-là. Ce qui est aussi ressorti quand on a fait le bilan avec les ménages, c'est que cette expérimentation a été révélatrice des coûts de la voiture au quotidien. Donc des coûts bien sûr économiques. Vous voyez sur plusieurs mois voilà, les économies qu'ils pouvaient faire, mais aussi d'un point de vue temporel, et c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'ils se rendaient compte que sur certains trajets en tout cas, il y avait un vrai gain de temps à ne pas prendre la voiture. Voilà, si on trouve le bon trajet, les bons horaires de bus, etc., on peut gagner du temps et c'est des choses qu'ils ont pu expérimenter dans le cadre de l'exploration. Il y a en revanche évidemment des limites qui ont été rencontrées, et c'est normal, c'est une exploration. Il y a eu déjà des limites intrinsèques à chaque mode de transport qui a été testé. Donc il y a eu des difficultés déjà liées aux compétences des personnes. On pense notamment au vélo. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas, qui ne savaient pas faire du vélo, ou on avait fait il y a très longtemps, qui appréhendaient de s'y remettre. Et donc forcément, ces personnes-là n'ont pas pu tester toutes les solutions qu'elles auraient peut-être pu tester. Il y a aussi, en termes de vélo-école, on a pu voir, c'était sur Limoges, des personnes qui souhaitaient, qui avaient pris rendez-vous pour faire une formation de remise en selle et qui, au dernier moment, ont abandonné, n'y sont pas allés parce qu'il y a eu une crainte voilà, d'aller faire une formation de remise en selle. Donc, c'est vraiment des choses qu'on a pu voir dans le cadre de l'exploration. Et ensuite, bien sûr, il y a tout des représentations que les gens, qu'on a tous, hein, des différents modes, et donc certaines appréhensions sur le vélo, la peur voilà, de la sécurité, d'une insécurité. On nous a aussi dit que voilà, toutes les pistes cyclables n'étaient pas assez sécurisées, qu'en heure de pointe, c'était très dangereux. Donc tout ça, ça a évidemment joué contre le test du vélo. Sur les transports en commun et notamment le bus, on nous a beaucoup dit que voilà, il y avait une crainte que les horaires ne soient pas respectés, qu'on arrive en retard au travail par exemple, qu'en période scolaire, aux heures de pointe, il y avait trop de monde et on ne pouvait pas rentrer dans le bus. Donc toutes ces craintes-là, encore une fois, c'est des limites intrinsèques à chaque mode de transport qui ont pu empêcher certaines personnes de tester certaines solutions. Et il y a évidemment aussi des limites dans la mise en réseau des opérateurs qui ont pu impacter le parcours usager des ménages testeurs. Donc voilà, les opérateurs n'ont pas toujours pu être mis en réseau comme on aurait espéré. C'est quelque chose de très lourd, évidemment. Et on le voit, par exemple, à Lyon, il y a une inscription pour l'offre découverte mobilité qui était faite par tous les ménages qui étaient dans l'exploration. Et en fait, en plus de cette inscription auprès de la métropole pour bénéficier de cette offre, les personnes devaient créer un pass-test auprès de cet opérateur. Et c'est quelque chose qui a pu être vu comme un fardeau administratif par certains ménages. On l'a vu aussi à La Rochelle, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qui sont les limites de la mise en réseau des opérateurs. Ce sur quoi je voudrais juste insister un dernier point, c'est que là, on parle de difficultés de mobilité, mais très souvent, les ménages qu'on a pu accompagner, qui sont lancés dans l'exploration, cumulent en fait d'autres difficultés aux difficultés de mobilité. Il y a évidemment la précarité économique, des personnes qui vont travailler en horaire décalé. On a aussi des personnes qui vont vivre assez éloignées du centre-ville, donc qui vont devoir prendre plusieurs modes de transport. C'est la question de l'intermodalité qui se pose à ce moment-là. On a aussi des personnes en fracture numérique, et donc tout ça fait que, évidemment, ce n'est pas juste la question de la mobilité qu'il faut penser, mais qu'elle s'insère dans d'autres difficultés au quotidien. Et donc, sur les préconisations, la première, c'est qu'il y a une nécessaire orientation des politiques d'aménagement du territoire pour favoriser l'intermodalité, je viens de le dire. Donc là, c'est vraiment en termes d'aménagement du territoire, comment penser l'intermodalité
notamment pour les personnes les plus éloignées du centre-ville, les personnes qui vivent en périphérie. C'est vraiment quelque chose d'important, cette intermodalité. Et pour permettre cette intermodalité, il faut une simplification du parcours utilisateur, un titre de transport unique, une application unique, une inscription unique, un guichet unique aussi, on l'a dit tout à l'heure avec Jade. C'est voilà, cette simplification-là qui va permettre aussi d'inciter davantage de ménages à se passer de la voiture individuelle. Et il faut, dans le même ordre d'idées, créer ou renforcer la mise en réseau des acteurs de la mobilité sur le territoire. Voilà, ces 3 premiers points en fait sont liés les uns aux autres et voilà, sont des des préconisations importantes pour améliorer les solutions de mobilité proposées. Il faut aussi donc créer des écosystèmes d'acteurs transversaux. Je l'ai dit à la fin de ma slide précédente, penser la mobilité seule, ça ne sert pas à grand-chose. Les gens ont des difficultés qui sont mêlées. C'est pas juste des difficultés de mobilité. Et donc, l'idée, c'est vraiment de penser les solutions de mobilité, notamment avec les acteurs sociaux, avec les habitants, avec les personnes, les premières personnes concernées aussi. Voilà, ce lien avec les acteurs sociaux, il est particulièrement important. Et on a vraiment essayé de les insérer dans cette exploration, comme l'a dit Jade aussi au début de la présentation. Et le dernier point, c'est de développer ou massifier un accompagnement et un conseil mobilité sur l'ensemble du territoire. L'accompagnement mobilité, encore une fois, il a été plébiscité. En l'occurrence, c'était un accompagnement mobilité qui était plutôt téléphonique dans le cadre de l'exploration, mais il y a un vrai besoin d'être accompagné aussi physiquement, d'avoir des relais physiques à différents endroits du territoire. Donc de mailler le territoire avec un accompagnement mobilité, c'est vraiment une préconisation très importante. Voilà, c'est une transition vers la suite. Vers le témoignage des conseillères mobilité WeMove qui ont demandé de venir nous expliquer un petit peu comment les choses s'étaient passées de leur point de vue. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, vous êtes avec nous. Anaïs? Oui, bonjour. Je ne sais pas qui parle en premier, donc on vous laisse là. Je vais commencer, puis Charlotte complétera. Du coup, nous, on a travaillé sur La Rochelle. La Rochelle, c'est une commune où on a donc rencontré par téléphone des personnes qui étaient effectivement très motivées par participer à cette expérimentation. Plutôt des personnes par rapport à nous, les publics qu'on rencontre habituellement sur des thématiques d'insertion professionnelle. Là, c'est des personnes donc, qui étaient en poste et souvent de catégories socio-professionnelles plus avancées que les accompagnements, les bénéficiaires qu'on accompagne au quotidien sur Bordeaux notamment. Les phases de diagnostic permettent de prendre en compte effectivement les situations sociales, les contraintes financières du foyer, mais également familiales, pour pouvoir proposer des solutions adaptées aussi au territoire. Là, ce qui me semble important de mettre sur la table, c'est que les personnes, même qui ont des budgets moins fragiles et qui parfois connaissent des solutions ou qui ont entendu parler de solutions pour s'émanciper de leur voiture, ont vraiment besoin d'être accompagnés au changement. Alors, d'être rassurés, mais également de comprendre comment on peut s'émanciper de la voiture au quotidien par des dispositifs, des services qui existent. Je prends l'exemple donc d'une personne qui habite sur une commune limitrophe de La Rochelle et qui était gênée par effectivement l'augmentation de l'espace de la zone eurodatée et donc qui souhaitait se séparer
de sa voiture et qui donc souhaitait tester l'utilisation des transports en commun. Et pour ce qui était des courses ou de l'accompagnement, de l'accompagnement de ses filles sur des activités extrascolaires, elle avait besoin de la voiture de manière ponctuelle. Avec l'autopartage, c'était quelque chose qui était possible de mettre en place, et avec tout ce qui était mobilité inversée, donc plutôt la livraison de courses plutôt qu'aller faire les courses, ça devenait possible. Ça, c'était un exemple. Par exemple, l'utilisation d'un vélo à assistance électrique, on n'en a pas. Pareil, une personne qui habitait sur une commune limitrophe de La Rochelle, qui était responsable d'un magasin et qui, elle était ne pouvait pas prendre les transports en commun du fait que les horaires n'étaient pas adaptés à son heure de fermeture du magasin. Elle devait attendre une demi-heure pour pouvoir rentrer chez elle avant de monter dans le bus. Là, le vélo assistance électrique se révélait une bonne solution. Mais voilà, pour tester, il y avait des craintes. Et c'est vrai que le fait de passer le cap, la personne a été très satisfaite finalement de voir que ça rentrait très bien dans son quotidien et que ça facilitait énormément ses déplacements finalement, de ne plus utiliser sa voiture et avoir le stress du stationnement. Merci. Oui, tu veux que je prenne la suite, Anaïs? Oui, si tu veux compléter. Alors aussi pour dire qu'on est quand même ravis d'avoir fait partie de l'expérimentation. C'est une première pour WeMove qui a été une réussite, je pense. Pour le coup, nous, on en ressort beaucoup de choses intéressantes à étudier. Alors pour vous recontextualiser un petit peu comment on a fonctionné au niveau de ces fameux diagnostics mobilité, on fait passer en fait, on s'appuie sur un test mobilité qu'on a l'habitude de présenter auprès des bénéficiaires qu'on accompagne, donc effectivement en insertion professionnelle plus particulièrement. Là, on était sur une autre catégorie socio-professionnelle tout aussi intéressante. Et par le biais en fait, de ce questionnaire, on va pouvoir poser des questions sur toute la mobilité de manière vraiment générale et globale. On va questionner la personne sur ses habitudes de déplacement, comment elle fait pour se rendre sur son lieu de travail, comment elle fait pour aller faire ses courses, effectivement, ou des choses de la vie quotidienne et aussi familiale. Donc, on va vraiment questionner la situation personnelle et professionnelle. Donc, c'est vrai que visiblement, comme disait Clara, ça a pu être intéressant auprès des personnes de se questionner parce qu'on a rarement l'occasion de se dire, finalement, moi, où j'en suis aujourd'hui. On fait un peu le bilan de toute l'organisation qu'on peut mettre en place au quotidien. Donc, on va questionner des manières de faire, des manières d'agir, qu'on fait inconsciemment. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de pouvoir accepter de changer ses habitudes. Alors que là, les profils avec qui on a pu échanger ont eu vraiment effectivement une vraie envie et motivation, comme disait Clara. Et ça a été que bénéfique de pouvoir continuer dans ce sens et pouvoir inciter, encourager au changement de mobilité, puisque derrière, on avait aussi du répondant, on avait des possibilités d'action aussi, de mise en place. Donc ça, c'est pour le coup très appréciable d'avoir des choses concrètes à proposer. De l'envie derrière et effectivement tout le travail va être d'impulser un mouvement et d'encourager un changement de pratique qui n'est pas toujours évidente. Donc le plus important effectivement c'est de garder le lien et de conserver cet accompagnement derrière. Je pense que ça c'est nécessaire. Tout à fait. C'est ce que je voulais compléter. Merci, je pense que tu as terminé. On a eu un petit souci de son de notre côté, mais comme personne ne disait rien, on s'est dit qu'a priori ça allait pour tout le monde, sauf pour nous, dommage.
On n'a pas entendu la dernière phrase. Merci beaucoup, Anaïs et Charlotte. Si vous avez terminé, on peut prendre le temps d'échanger, de faire une première pause échange, questions, réponses, remarques, partage d'expérience, ce que vous voulez, avant de poursuivre avec les retours d'expérience de nos partenaires. Est-ce que vous avez des questions ou des informations à partager? Donc, on a une première question, remarque. L'une des préconisations de mailler le territoire, à quelle échelle? Peut-on être sur une autre échelle que le micro-local pour les familles précaires? Quels sont les types de professionnels qui peuvent accompagner, dédiés ou plus généralistes, type agent de mission locale, CAF, etc. Est-ce qu'on a échangé avec les enfants adolescents de ces familles? Effectivement, la notion de ménage est ciblée. Quelles sont les stratégies de déplacement? Est-ce qu'elles sont imbriquées ou différentes de leurs parents? Ça fait pas mal de questions. Intéressant. Donc, c'est à la fois, j'imagine, adressé à Anaïs et Charlotte et probablement aussi un petit peu à Auxilia. Et on a également une question sur la différence entre les deux dernières catégories de zones de vulnérabilité. On commence par il y a d'autres questions qui arrivent, on va les prendre en note. On commence peut-être par Anaïs, Charlotte, votre retour là, sur les questions qui sont posées, puis on complète côté Auxilia. Vous les voyez ou vous voulez que je les répète? On les voit. Oui. Donc, en ce qui me concerne, on n'a pas échangé donc avec les adolescents ni les enfants des familles, puisqu'on avait une personne qui était notre interlocutrice au sein de la famille et qui, en fait, était alors peut-être alors je parle sous réserve des collègues de Auxilia. Il me semble que c'était des expérimentations donc nominatives. Et donc je peux pas répondre sur les stratégies mises en place par les adolescents, les enfants. Moi, d'après ce que j'ai eu comme retour, en tout cas, les 3 personnes qui étaient concernées par le fait d'avoir des enfants à déposer. L'idée, c'était aussi que ces enfants puissent s'émanciper au moment de l'âge où l'âge serait adéquat pour s'émanciper et pouvoir se déplacer seul. Mais le vélo est parfois une solution intéressante justement pour s'émanciper de ses parents pour se déplacer. Malheureusement, les infrastructures le permettent pas toujours. Pour répondre à la question du maillage territorial, là, on était vraiment sur du purement local, hein, parce que c'était vraiment sur des déplacements du quotidien, de la vie de tous les jours, donc de domicile-travail, et on a intervenu sur du local pur. Après, est-ce qu'on peut élargir cette zone pour des familles précaires? Alors, c'est pas forcément des questions qu'on évoque puisqu'on est vraiment plutôt sur de la proximité pour, permettre d'accéder plus facilement à un lieu, de la vie de tous les jours. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, d'envisager des déplacements plus longs, plus voilà, de plus longue distance. Après, là, là, au vu de l'expérimentation, on était plutôt sur du local. Donc on a pris les services de mobilité qui existent sur le territoire. J'espère que ça répond à la question. Alors, on a toujours, nous, un petit problème de connexion, donc j'espère que je vous coupe pas la parole. Mais donc, je me permets de compléter et puis de répondre aux questions suivantes. Sur la question des enfants et des adolescents, sur Limoges, on a accompagné des familles qui avaient des enfants. Et dans ce cadre-là, les solutions ont aussi été testées par ces membres de la famille, notamment une famille qui voulait tester des formations de vélo à plusieurs. Donc, il y avait les parents et les enfants qui ont voulu tester la formation vélo.
De fait, une des préadolescentes qui était accompagnée a eu très peur en fait d'essayer le vélo. Donc pour nous, c'était aussi intéressant de voir comment la contrainte qui pesait donc sur les enfants qui n'osaient pas faire du vélo, bah, en fait, ça a contraint toute la famille, puisque du coup, toute la famille a refusé d'essayer le vélo. Donc c'était un moment intéressant pour nous. Sur la partie vraiment préconisation, nous, ce qui nous semble important, en effet, c'est de pouvoir former et informer l'ensemble des agents, donc mission locale, CAF, etc., mais aussi les médiateurs, médiatrices en quartier prioritaire de la politique de la ville, les assistants, assistantes sociaux, les conseillers, conseillères insertion emploi. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir aussi partager à un certain nombre de conseillers, conseillères des informations sur la ZFE et sur notre dispositif. Et finalement, ça a toujours permis d'accompagner des ménages qui eux-mêmes étaient accompagnés par ces agents sociaux. Donc ça nous semble important en termes de maillage pour sortir en effet du micro-local, d'être en capacité de toucher ces professionnels-là du secteur social. Et je reviens sur la question, donc, quelles sont les différences entre nos deux dernières catégories de zones de vulnérabilité. Donc si je ne me trompe pas, alors elles sont là, c'était donc les communes peu denses éloignées des zones urbaines et les communes extérieures en métropole agglomération. Donc là, je peux prendre deux exemples différents. Dans le cadre de la métropole de Lyon, une des zones de vulnérabilité qu'on avait identifiées, c'était une zone au nord de la métropole. Et donc, c'était voilà, quelques communes qui sont très peu denses. Donc, il y en a même une, il me semble, qui était une commune qu'on pourrait presque qualifiée de rurale, mais en tout cas dans son fonctionnement, avec un bourg-centre, etc. Donc, dans ce cadre-là, on est vraiment sur des communes peu denses où il y avait un parc automobile ancien, un niveau de vie en dessous de celui d'autres communes de la métropole, et pour autant des contraintes qui sont vraiment liées au fait d'habiter dans un milieu peu dense, donc avec évidemment les alternatives en termes de transport en commun qui vont avec, les distances à parcourir qui sont aussi plus longues. On ne peut pas comparer un ménage vulnérable dans cette commune-là d'un ménage qui habite dans une commune voisine de Lyon comme Villeurbanne. Et pourtant, c'est deux ménages qui peuvent être en difficulté face à l'arrivée de la ZFE. Donc voilà un peu la différence. De la même manière, sur Limoges, par exemple, on a un certain nombre de communes peu denses qui étaient très éloignées du centre et qui étaient concernées donc avec des ménages qui se rendaient très régulièrement dans la ville-centre et donc dans potentiellement un périmètre ZFE, et pour autant qui font partie de la métropole. Ce qui est tout à fait différent avec les communes qui sont extérieures à l'agglomération ou métropole, c'est des communes qui en fait ne peuvent pas bénéficier en général des dispositifs d'accompagnement qui sont prévus par l'EPCI qui met en place une ZFE. Donc là, on est sur un contexte très différent. C'est aussi en général des ménages qui réalisent des déplacements bien plus longs. Et donc, on est sur des alternatives aussi différentes et des acteurs à mobiliser un peu différents. Donc, ça peut être aussi de chercher des accompagnements en termes d'action publique du côté de la région, par exemple. Je sais que certaines communes ont pu bénéficier d'autres projets, d'autres programmes en lien avec l'arrivée d'une ZFE à proximité de leur territoire. On est sur des enjeux un peu différents. Ce qui était très important pour nous sur ce plan-là, ce n'était pas de se restreindre au périmètre administratif des trois EPCI qui ont accueilli l'exploration et les expérimentations, puisque la mobilité n'a pas de frontières et qu'il fallait évidemment qu'on s'intéresse aux zones d'influence, qui peuvent être quand même relativement vastes de ces trois territoires. Ça, c'est quelque chose que probablement on doit mieux adresser dans ce type de dispositif, et donc on a essayé de faire en sorte de repérer les choses en ce sens. Lara, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, tout à fait. On avait une question suivante sur la marche. Est-ce que la marche elle a été proposée comme une solution? Et si oui, est-ce qu'elle a été testée? Alors non, ça n'a pas été proposé comme tel. Il y avait quand même sur Lyon le dispositif de l'application VASI qui encourageait à utiliser les modes actifs de manière générale. Donc c'était indirect. Notre partenaire sur Lyon, VAZY, propose ce type de dispositif et donc a été proposé à l'ensemble des ménages. Après, on n'a pas forcément eu une information précise sur le fait que ça a eu une incidence en particulier sur la marche. On a eu plus de visibilité sur le vélo. Le reste. Sur la marche, on a aussi travaillé sur le
donc c'est vraiment le dernier kilomètre, mais en tout cas la distance à parcourir entre le logement et l'arrêt de bus, donc notamment à Limoges, où là, l'enjeu c'était comment on fait, notamment quand on est senior, pour parcourir en sécurité la distance entre son logement et l'arrêt de bus, et quels sont, on a noté tous les freins du coup à l'usage des transports collectifs qui sont en fait reliés à cette distance à parcourir, que ce soit le fait qu'il n'y ait pas de banc sur le trajet pour s'arrêter, ou que le trajet semble pas sécurisé, ou, voilà, etc. Donc, on a traité de cette question-là plutôt en fait, en complément des autres modes. Et en modalité, d'une certaine Voilà, façon. c'est ça. Ensuite, il y a une question sur l'autopartage, le covoiturage. Oui, tout à fait. Donc, il y avait une question, enfin même deux questions sur le sujet. Donc, comme ça, je me permets de les associer. Mais donc, il y avait une question pour une demande de détails sur les retours sur les solutions d'autopartage et du covoiturage au-delà du vélo et des transports en commun. Et une autre question donc, qui est liée, mais sur des suggestions pour rendre l'autopartage plus simple d'accès et savoir si finalement les personnes ont testé de l'autopartage en trop particulier. Sur l'autopartage notamment, donc ça a été testé, alors je peux plus particulièrement parler de La Rochelle, mais ça a été aussi testé à Lyon, c'était avec donc Cities. Les retours sont plutôt que c'est quelque chose de très compliqué. Alors sur La Rochelle, on a en tout 4 ménages qui ont testé l'autopartage. Ce qui est quand même pas mal, c'est un bon chiffre parce que encore une fois, le coût d'entrée de l'autopartage, il est important et donc c'est quand même pas mal 4 ménages. Et au final, on a une seule personne qui a complètement été conquise, mais vraiment, qui a laissé tomber sa voiture. C'était une voiture en location, mais qui a laissé tomber sa voiture pour vraiment se lancer dans l'autopartage. Mais en tout cas, ce que tout le monde nous a dit, c'est que le coût d'entrée était extrêmement important et que vraiment, il fallait comprendre comment fonctionne le dispositif. Il y avait une application, certains n'ont pas compris comment elle fonctionnait, il y avait des codes, des mots de passe, etc., qui étaient perdus, qui étaient... voilà. Et on nous a, donc, il y a des gens les 3 autres ménages, ça les a complètement freinés, en fait, cet aspect technique. Et aussi une mauvaise compréhension des différents types de voitures d'autopartage à La Rochelle. Il y a des toits noirs, des toits jaunes. Tout ça a été très confus pour les gens. Et donc, ça a vraiment empêché la majorité en fait, des ménages d'aller plus loin. En fait. Ça les a arrêtés souvent dès la première ou la deuxième tentative. Il y a une personne qui a essayé 2 fois, je crois, et qui a arrêté parce que bon, elle considérait que c'est de la perte de temps. Voilà. Mais celle qui est allée en tout cas un tout petit peu plus loin a vraiment été conquise. Donc, en tout cas, sur l'autopartage, il y a aussi une nécessité à peut-être avoir quelque chose un guichet physique aussi pour expliquer peut-être mieux aux gens comment ça fonctionne. Là, vraiment, ce qu'on nous disait à chaque fois, c'est j'ai essayé avec l'appli, je ne comprenais pas. J'ai demandé, beaucoup les gens nous disaient aussi, j'ai demandé à des amis s'ils avaient déjà utilisé donc l'autopartage, personne ne savait l'utiliser, donc j'ai abandonné parce qu'autour de moi, personne ne savait. Donc il y avait vraiment cette volonté de chercher un référent, quelqu'un de physique qu'on connaît, qui sait s'en servir, et en fait, face à... personne ne connaissait, donc ils ont abandonné. Donc il y a quand même ce côté un peu... C'est très numérique, tout ça, et ça fait peur aux gens aussi, même s'il y a une assistance de Cities qui apparemment fonctionne bien, mais il y a aussi une crainte d'appeler les assistants. Donc, les personnes ont préféré abandonner. Donc, sur ce volet-là, pour aller jusqu'au bout, hein, quand on est face à la voiture, il y a encore une autre étape qui se joue. Hein, il faut réussir à comprendre comment mettre en place le dispositif. C'est des véhicules qui ont des petits ordinateurs embarqués. On peut ouvrir ces véhicules, comme vous le savez peut-être, avec une carte ou avec son propre téléphone. Il y a plusieurs dispositifs. C'est très efficace, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut aussi faire le tour de la voiture, prendre des photos. Donc, avoir le temps de le faire, quand on n'a pas cette information, on peut se mettre en retard. Le parcours utilisateur de l'autopartage, effectivement, il peut être relativement complexe. Dans les recommandations qu'on pourrait faire, je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire de l'autopartage moderne et numérique, mais on pourrait avoir éventuellement une alternance, au même endroit sur un dispositif territorial, des véhicules en autopartage pour les urbains très à l'aise, avec tout le système qu'on vient d'évoquer, et des véhicules un peu plus à l'ancienne, situés à un endroit donné, avec une boîte à clés, un code qu'on reçoit par SMS,
on a eu en allant voir tel ou tel conseiller, conseillère mobilité, transport du territoire, et ce serait déjà probablement beaucoup plus simple. Et ça existe. Donc, on peut imaginer, notamment, ça existe dans le rural. Donc, peut-être que l'urbain peut s'inspirer du rural de ce point de vue-là, même si je sais que le projet général de l'autopartage, c'est de progresser sur justement l'accessibilité tout numérique, mais il faut penser à l'ensemble des ménages concernés. Sur les toits jaunes, toits noirs, ça a été précisé tout à l'heure dans le chat. Hein, donc, les toits jaunes, c'est la station dédiée. On est en boucle, on va redéposer le véhicule là où on l'a pris. Les toits noirs, c'est du free floating, dépose libre, comme Autolib à l'époque sur Paris, par exemple. Du coup, pour compléter sur notamment la question donc, de l'autopartage entre particuliers, c'est une solution qui a été envisagée mais qui n'a pas été testée puisque par manque en fait, de solutions sur les territoires existants. Et après, sur la partie covoiturage, donc effectivement, en fait, dans le cadre notamment des suivis réguliers avec les ménages, en fait, la question a pu se poser dans certains cas, donc notamment un cas à Lyon, où une personne qui devait se rendre pour des rendez-vous médicaux en dehors de la métropole et à laquelle on a proposé donc la solution autopartage, la solution covoiturage, pardon. Donc voilà, il y avait tout un accompagnement pour aller vers cette solution, trouver la bonne plateforme, trouver voilà, une personne ou un trajet qui était disponible pour la rendre à l'endroit sollicité. Donc c'était une personne âgée, donc il y avait quand même une dimension aussi particulière pour se rendre à un rendez-vous médical. Et donc, finalement, la solution, elle n'a pas été testée. Donc, malgré voilà, ce cheminement sur le fait d'aller vers cette solution, notamment pour des raisons de réticence. Voilà, l'aspect, voilà, j'ai jamais testé cette solution. Un peu le côté, voilà, je connais pas la personne qui va me conduire. C'est quelque chose qui me fait un peu peur. Voilà, ce dont parlait Clara tout à l'heure sur les freins qui préexistent à l'usage de ces solutions et là qui n'ont pas pu être levés. Donc, ce qui avait été envisagé, c'était potentiellement de faire un accompagnement physique, donc d'aller avec la personne faire ce premier trajet, un premier trajet en covoiturage. Voilà, ça n'a pas pu être fait comme ce qui était escompté, mais du coup, voilà, la solution n'a pas pu être testée dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que la question du covoiturage a pu se poser, notamment dans le cadre des rendez-vous réguliers, et il y a eu en tout cas la volonté d'aller accompagner, trouver la bonne plateforme, voilà, sur ce sujet-là. Sachant que sur les territoires qui disposent d'un dispositif, d'une offre de covoiturage, notamment rattachée à l'offre publique, c'est le cas de Lyon, toute l'information a été fournie. Donc évidemment, dans les échanges amont sur les bonnes réponses mobilité à apporter aux situations respectives des différents ménages, c'est un sujet qui a été traité et abordé, etc. Donc voilà, peut-être qu'il a été un peu moins effectivement investi que les autres dispositifs qui étaient disponibles. Et puis sur l'autopartage entre particuliers, on a essayé en fait d'avoir des partenaires. Mais comme il n'y avait pas forcément toujours, alors sur certains territoires, il n'y avait pas l'offre, donc on a essayé de faire venir l'offre sur le territoire. C'était le cas typiquement sur Limoges, on a essayé conjointement avec la métropole. On n'a pas réussi. Voilà. On a essayé de les faire venir sur le territoire, ils ne sont pas venus. Du coup, sur les questions suivantes, donc on a une question sur les différences un peu d'accueil sur les différents territoires. En tout cas, sur la volonté notamment de tester des solutions autres que la voiture entre les territoires en ZFE et les territoires sans ZFE. Est-ce qu'on a pu constater une différence? Je peux peut-être répondre sur la partie ménage, au-delà des partenaires potentiels. Donc sur la partie ménage, comme je le disais, ce qu'on a observé, c'est que la voiture, pour ces ménages vulnérables, elle est déjà une contrainte dans le quotidien. Donc c'est déjà des véhicules, comme je le disais, qui tombent très régulièrement en panne, qui sont source d'un certain nombre de frais en termes de carburant, de réparation, d'assurance, etc. De fait, la contrainte ZFE, c'est peut-être un symbole supplémentaire, mais finalement, quand nous, on vient essayer de parler d'alternatives à la voiture, on est déjà face à un public qui se sent dépendant de sa voiture. Et voilà, si en termes de frais et de budgétant, le ménage s'y retrouve, en fait, voilà, les gens sont disposés à tester autre chose. Après, pour nous, ce qui fait la plus grande différence, c'est surtout les alternatives qui sont disponibles et à quel point elles sont développées sur le territoire d'expérimentation. Donc, quand on parle de la métropole de Lyon, par exemple, on est sur un territoire où l'offre, elle est très importante sur l'ensemble des alternatives. Le territoire est très maillé par ailleurs.
Donc finalement, pour chacun de nos ménages, on avait toujours une solution à proposer, que ce soit un trajet en transport en collectif, une station d'autopartage, une station de vélo en libre-service, etc. C'est peut-être moins le cas dans d'autres territoires de l'exploration où les alternatives sont moins développées. Et dans ce cas-là, c'est peut-être plutôt ça qui prenne. Voilà, sur le vélo, typiquement, quand on est sur un territoire où il y a peu de voies cyclables, c'est compliqué d'emmener nos ménages sur l'expérimentation du vélo. Donc finalement, ce n'est pas tant l'action de la ZFE ou non qui, je pense, jouer, mais surtout le niveau de développement des alternatives. Ouais. Ok, et donc on avait une toute dernière question qui a été posée dans le chat, donc qui concerne une demande de précision sur le dimensionnement des services de conseil en mobilité sur les 3 territoires en termes de TP, de régie ou non, et de budget si externalisation. C'est plus une question pour nos partenaires, si je peux me permettre. Est-ce que vous souhaitez répondre à la question, Leslie, Anne-Sophie? Bonjour, oui, on peut répondre pour la métropole de Lyon si vous voulez. Sur le service de conseil en mobilité sur la métropole, alors on a une partie en régie, donc au sein de l'agence des mobilités, où on a 3 conseillers mobilité, 2 services civiques. On a également une partie financée en extérieur qui comporte 3 conseillers dans le cadre d'un dispositif de mobilité inclusive, donc fléché sur les publics en insertion et recherche d'emploi, et on finance 2 postes de conseiller mobilité pour les professionnels au sein des chambres consulaires, donc chambre des métiers, d'artisanat et chambre de commerce et d'industrie pour cet accompagnement-là. Et on a également, donc, pour la partie aller vers, toute une offre plutôt où on s'appuie sur un marché public avec un prestataire pour aller sensibiliser. Merci. Je peux peut-être effectivement évoquer l'agglomération de La Rochelle. Donc nous, on a au sein de la direction mobilité stationnement de l'agglomération, on est une petite unité de 2 personnes, l'unité de conseil en mobilité. Et après, nous, on s'appuie beaucoup sur notre opérateur. Donc, il s'appelle Yellow Mobilité, hein, qui gère donc, qui a un statut de type CEMOP et qui après s'occupe de tout ce qui va être commercialisation, communication des offres de services, mais qui ont été moteurs dans l'étude, hein, qui ont vraiment été un grand renfort, notamment auprès des foyers, ne serait-ce que dans la prise en charge et puis dans le conseil, la prise en main. On avait fait des kits mobilité où les participants devaient venir les récupérer donc, chez notre opérateur à la maison de la mobilité. Donc ils ont été aussi très très bien intégrés à l'exploration. Et après, voilà, donc ça c'est un peu, j'ai envie de dire, l'équipe vraiment centrée mobilité chez nous. Donc nous d'un côté avec l'unité de conseil en mobilité, puis après notre opérateur. Alors effectivement, on a des services civiques avec Unicité qui sont sur le domaine de la mobilité, sur des opérations très précises, donc qui n'ont pas participé à l'exploration, mais qui peuvent être missionnés. Nous, notamment, on a des actions envers le public scolaire et senior sur lesquelles on missionne les services civiques. Et après, on a et on l'évoquait tout au long de l'exploration hein, et du webinaire, on s'appuie vraiment sur nos acteurs relais. On a des très très gros réseaux d'acteurs relais et on essaye déjà de les former autant que se peut sur les questions de mobilité. Et ensuite, c'est vraiment eux qui vont venir diffuser auprès de leur public, puisque par définition, ce sont eux qui les connaissent mieux que nous. Donc, soit ils font de la mise en relation et nous, on intervient directement auprès de leur public pour de la sensibilisation. Soit c'est l'inverse, c'est nous qui formons et sensibilisons les acteurs relais et puis c'est eux-mêmes qui diffusent auprès de leur public. Voilà en tout cas comment ça fonctionne à l'agglomération de La Rochelle. Merci à toutes les deux pour ces précisions. Et donc, nous avions une dernière question sur la différence de homme dans le désir ou les peurs de tester de nouveaux modes de mobilité. Et ce qu'on vous propose, c'est après voilà, de clôturer un peu ce moment de questions-réponses pour pouvoir passer à la suite. Alors, un autre temps d'échange tout à l'heure.
Oui, si on regarde, alors moi je peux notamment parler pour La Rochelle. Effectivement, on a beaucoup plus de femmes qui ont testé des choses, qui sont engagées dans l'exploration. Dans les 12 ménages qui sont allés jusqu'au bout, parce qu'on a perdu quelques personnes en haut, on n'avait que 2 hommes et 10 femmes. Sur La Rochelle, sur Limoges et Lyon, c'est pareil. Oui, bah, du coup, sur Limoges et Lyon, de la même manière, les personnes relais qu'on avait dans les ménages, c'était souvent des femmes dans le ménage. Et ce qu'on observait, c'est qu'il y avait une volonté plus forte de tester des alternatives à la voiture, mais qui s'explique en fait pas uniquement par simplement voilà, une envie de tester autre chose, mais aussi parce que dans des configurations où la voiture est unique, enfin, il n'y a qu'une voiture dans le ménage. Pour les femmes qu'on accompagnait, il y avait un enjeu d'autonomie aussi à être en capacité de se déplacer autrement qu'avec la seule voiture à laquelle elles n'ont pas toujours accès. Mais par ailleurs, ces femmes-là font face aussi à des contraintes dans leur déplacement qui sont plus fortes, qui sont notamment liées à ce dont je parlais au départ, mais au travail de care, c'est-à-dire à prendre soin en général de la famille et des autres, donc que ce soit voilà, emmener les enfants à l'école, aller les chercher à leurs activités, faire les courses, s'occuper d'un parent qui est plus âgé, etc. Donc, c'était autant de motifs de déplacement qui rend le passage à un autre mode de déplacement que la voiture plus compliqué parce que la chaîne de déplacement est aussi plus complexe. Ce qu'on a observé aussi, nous, c'est des freins psychologiques à l'usage d'alternatives à la voiture plus fortes, mais qui sont connus hein, sur le vélo, par exemple. On a observé voilà, qu'il y avait un besoin d'accompagnement et de formation qui était sans doute plus important. C'est plutôt les femmes qui ont participé, quoi, si je résume. Hein. Voilà, c'est un petit bonjour, mais en tout cas, à La Rochelle, on a eu particulièrement beaucoup de mères célibataires aussi, donc, qui devaient s'occuper seules de leurs enfants. Donc, effectivement, comme disait Jade, ça apportait aussi des contraintes supplémentaires à la mobilité du quotidien. Alors, on va poursuivre. Continuer avec les témoignages des territoires qui ont déjà commencé à prendre la parole. On vous remercie de nous avoir proposé ces témoignages. On va commencer avec la communauté d'agglomération de La Rochelle. Super, merci Marc. Effectivement, alors on l'avait déjà un petit peu évoqué, je crois que c'était Jade, mais toi aussi Marc, nous sur le territoire de l'agglomération de La Rochelle, nous ne sommes pas concernés par l'obligation d'avoir une zone à faible émission. Néanmoins, effectivement, la ville de La Rochelle a étendu sa zone horodatée au niveau du centre-ville et ça a eu des... voilà, ce qui a été intéressant et la volonté de la ville et de l'agglomération, c'était de voir en quelle mesure cette extension de la zone horodatée pouvait représenter un impact conséquent sur les publics précaires, parce que, pour vous remettre un petit peu de contexte, donc on a un véritable enjeu de mobilité sur l'agglomération, parce qu'on est quand même, notamment sur la ville de La Rochelle, qui concentre les viviers d'emploi et la majorité des flux de la CDA et hors CDA. Et donc, il y a une vraie question de stationnement et de mobilité. Donc, l'extension de cette zone horodatée, en fait, nous, a été l'occasion de pouvoir venir creuser, venir rencontrer effectivement par le biais de cette expérimentation les publics précaires pour comprendre au mieux les freins au changement de mobilité ou au contraire voir si bien la contrainte de cette zone a pu être un levier d'action et de changement. Ce qui a marché, parce que je vais essayer de faire une version assez synthétique pour pouvoir laisser mes collègues d'autres territoires parler. Ce qui a vraiment marché, en tout cas chez nous, ça a été, et je pense que c'est le cas chez d'autres territoires, c'est l'appui sur des acteurs relais. On l'a évoqué. Pour nous, c'est assez essentiel. On ne peut pas être partout et on ne connaît pas aussi bien les publics que nos acteurs relais. Donc l'objectif, c'est de vraiment pouvoir monter en compétence ces acteurs relais, les sensibiliser pour qu'eux-mêmes puissent sensibiliser leur public. Bon, on rentre un peu dans le détail, hein, mais effectivement, on a essayé de faciliter les démarches en créant une porte d'entrée qui était donc Auxilia auprès des foyers, hein, parce que si on multiplie les acteurs entre l'agglomération, notre opérateur Yellow, Auxilia, on avait peur qu'il y ait de la perdition. Donc, on a créé une adresse mail générique également.
Et après, il y a eu du démarchage physique, puisque nos chers membres du cabinet de conseil sont venus sur le territoire, rencontrer nos acteurs relais, prendre le temps d'échanger avec eux. Et je pense que Clara pourra en parler. Ça a vraiment marché, en tout cas, parce que c'est différent de recevoir un mail pour expliquer une expérimentation et d'aller la présenter en physique, prendre le temps de comprendre les contraintes, les freins, et ça a vraiment marché. De manière générale, nous, ce qu'on proposait au foyer, c'était donc ce qu'on appelle un pack mobilité illimité gratuit, c'est-à-dire l'ensemble de l'accès à nos offres de mobilité de manière gratuite. Donc, ça comprenait donc le bus de mer, bateau, l'accès à nos vélos en libre-service, et on mettait également à disposition un crédit d'autopartage, on l'a évoqué, et pour ceux qui le souhaitaient, la mise à disposition d'un vélo électrique pour pouvoir tester sur le territoire. Et effectivement, nous, ce qui a fonctionné, donc, c'était ce pack et l'accompagnement qualitatif qu'a fait le cabinet de conseil. Si je reviens très très rapidement sur les limites, on parlait de public invisible et nous, ça a été un peu la difficulté. On a dû élargir en fait notre spectre parce que c'était très difficile en fait de solliciter ce public-là. Pourquoi? Parce que si on arrivait facilement à les solliciter, on aurait moins de problèmes, je pense, à les incorporer dans le changement de mobilité. C'est des personnes, comme on a évoqué, qui ont beaucoup de contraintes ou parfois qui ne se sentent pas légitimes à demander de l'aide ou à bénéficier d'accompagnement mobilité. Ensuite, on avait, donc, comme je l'évoquais, des acteurs sociaux qui n'étaient pas tous sensibilisés à l'offre du territoire. Donc parfois difficile d'interpeller le public si l'acteur relais n'est pas formé ou sensibilisé. Et après, voilà, l'une des contraintes, c'était notamment les démarches administratives qui étaient quand même assez lourdes. On n'était pas sûr, j'ai envie de m'engager et puis c'est bon, je reçois mon pack demain. Il y avait effectivement la phase de contact, la phase de diagnostic, fallait rechercher le pack mobilité, puis après les prises en main en fonction du mode qu'on voulait choisir qui pouvait représenter un frein supplémentaire. Si on peut juste brièvement passer sur la slide d'après. Au niveau de comment on a communiqué sur nous, l'offre du territoire, de manière générale, on essaye toujours d'aller vers un accompagnement mobilité qui est quand même un petit peu plus poussé, l'aller vers en fait. Donc nous, notre opérateur se rend souvent donc hors les murs pour pouvoir communiquer. Il y a des réunions publiques, on essaie de former aussi dans les communes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retire de l'expérimentation, d'aller peut-être plus loin dans l'accompagnement et aussi de pouvoir clarifier l'offre de transport. On a beaucoup de tarifs sur l'agglomération de La Rochelle et c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Donc ça, c'était intéressant d'avoir ce retour-là, de dire, bon, OK, il faut peut-être qu'on a un travail de clarification de nos tarifs, de notre accessibilité. Il y a des services qui sont peu connus, qui sont proposés par l'agglomération, un pass tribu, le Yellow la nuit, qui est un petit peu le taxi de nuit pour rentrer quand il n'y a pas d'offre de bus le soir, l'autopartage, les bus de mer. On a un partenariat aussi avec la SNCF qui fait que tout abonné chez notre opérateur peut prendre le train pour rejoindre les gares de l'agglomération gratuitement. Donc, c'est peut-être des choses aussi qui sont méconnues et qu'il faut qu'on améliore. Et après, on a toujours de toute façon dans le viseur d'améliorer l'offre de mobilité. Donc, on a bien retenu que voilà, il y avait de plus en plus de personnes qui se déplaçaient en groupe. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Nous, on a un territoire très cyclable, donc on remarque l'essor et le développement des vélos cargo. On nous a demandé, est-ce qu'on peut avoir des vélos atypiques? Ce que nous, on appelle vélo atypique, vélo cargo, long tail. Notre opérateur en propose, mais on a une flotte assez réduite, donc on n'a pas pu la proposer au foyer, mais on a ça en tête, on sait que ça va exploser encore dans les années à venir, donc on essaye de pouvoir augmenter cette flotte. Et effectivement, on l'évoquait, la difficulté de prendre en main et de comprendre le parcours, le parcours usager. On a plusieurs applications. On a Yellow, si on veut regarder les vélos en libre service, c'est FreeBike. Si on veut regarder son itinéraire, c'est Modalis. Effectivement, ça rajoute de la complexité dans ces déplacements.
Et on évoquait l'autopartage, où je pense aussi effectivement on savait qu'il y avait peut-être une complexité. L'expérimentation nous a prouvé qu'effectivement, il y avait peut-être un gros frein sur l'autopartage, ne serait-ce qu'entre les toits noirs, les toits jaunes, l'application, les process. Et puis de manière générale, l'autopartage est un mode qui n'est pas toujours très connu et familier du public de manière générale. Donc on a ça en tête. Enfin, tous les enseignements qu'on a retenus de cette expérimentation, nous, on a travaillé, on a fait un groupe de travail avec notre opérateur et la direction mobilité de façon à pouvoir concrètement travailler sur ces points qui ont été relevés durant l'expérimentation. Donc, et de pouvoir proposer à notre opérateur voilà, de travailler sur ces points, de travailler sur une simplification de l'offre et de la prise en main, et d'aller vers encore plus vers dans la formation des acteurs relais. Voilà, je me suis peut-être un peu étendue, j'ai certainement largement même dépassé les 5 minutes, mais c'était important de comprendre un petit peu le contexte d'une expérimentation qui a duré quand même quelques mois. Merci beaucoup, Leslie. On a des questions. Tout à fait, on a eu 2 questions, Leslie, Ouais. sur l'expérimentation à La Rochelle. Une première sur la gratuité pendant l'expérience vers le changement uniquement. Est-ce que ça a été prolongé après? Et une deuxième question qui est très en lien sur le pack mobilité illimitée qui a été mis en place pour l'expérimentation, et à savoir si il avait été poursuivi au-delà de l'expérimentation. Est-ce que en fait les différentes mesures de gratuité, pack mobilité, ont été maintenues par la suite ou pas? Merci pour ces questions, ce sont de bonnes questions. Alors, effectivement, on a... Leslie, si tu veux, je peux t'aider un peu aussi. Ouais, je veux bien, Laurent, merci. Ouais, merci, Laurent, je savais pas que tu étais là, super. Peut-être que je vais te laisser répondre, puisque c'est plutôt toi qui es en lien avec notre opérateur sur ces questions de gratuité et qu'est-ce qu'il en sera à l'avenir. La gratuité, un petit peu comme dans beaucoup de réseaux, hein. La gratuité, on ne peut pas se le permettre parce que nos recettes, c'est près de 10 millions d'euros et on ne saurait pas comment compenser la gratuité complète de notre réseau. C'est un petit peu la même problématique que dans pas mal de secteurs. C'est passer à la gratuité, ça veut dire diminuer le service, et donc c'est pas forcément l'objectif du transport public. Et puis un pack illimité, alors il a été mis en place pour l'expérimentation parce que justement il était proposé gratuitement. Honnêtement, un pack illimité, tout le monde n'utilise pas à fond chacun des modes, donc en termes de niveau tarifaire, ça n'aurait pas forcément de sens. Par contre, on travaille comme d'autres réseaux aussi à la mise en place d'un MAS, donc un système qui permettra de proposer effectivement d'une manière simplifiée sur un seul support toutes les offres de mobilité, et on verra après dans quelle formule tarifaire on peut mettre en place, mais c'est pas forcément du tout illimité, mais par contre qu'on ait un abonnement bus illimité et avec une tarification à l'usage sur de l'autopartage, des choses comme ça. Il y a des tas de systèmes qui peuvent être plus adaptés que du tout illimité. Donc on travaille dessus. Le tout, et c'est surtout d'avoir en termes d'usage quelque chose de simple pour les usagers, c'est que sur un seul support, on ait un seul moyen d'accès, un compte unique utilisateur, un système de paiement unique, histoire de simplifier l'accès à ces mobilités. Donc ça, oui, on travaille dessus. Merci beaucoup. Alors, sur l'Euro-Lyon. Anne-Sophie, c'est bon pour toi? Oui, c'est tout bon. Désolée, le temps d'allumer les micros. Et un petit témoignage donc, sur notre participation. Donc, nous, c'est vrai qu'on s'était inscrit dans l'exploration pour voir justement comment on pouvait avoir une approche différenciante sur les publics en vulnérabilité et dits précaires, parce qu'on avait déjà mené une expérimentation avec une cohorte de ménages dans le cadre de la construction de notre offre de service, donc proposée par l'Agence des mobilités. Et je pense que finalement, cette restitution, elle vient un peu à point nommé dans le cadre de l'actualité générale sur le sujet des ZFE et de l'enjeu d'accompagnement, qui n'est pas suffisamment valorisé et
En tout cas, peut-être on n'a pas l'impression que les gens sont accompagnés sur les territoires où il y a des ZFE, alors que c'est bien le cas et c'est un enjeu, clairement, parce qu'on vient rassurer et donner à voir des solutions que les gens ne connaissent pas forcément. Et finalement, sur les publics précaires, il y a vraiment cet enjeu-là de travailler sur les représentations, notamment sur la capacité de faire et d'utiliser des modes de transport existants. Alors avec un coût, entre guillemets, cognitif, qu'on a vu notamment sur l'autopartage, qui n'est pas neutre et du coup qui peut aussi amener des paradoxes entre un enjeu de massification et d'accompagnement personnalisé. Donc voilà, je pose aussi un peu le sujet là parce que finalement, pour accompagner de façon personnalisée, il y a un enjeu de moyens en face. Donc, bon, je vous ai exposé tout à l'heure, nous, les moyens en termes de conseils en mobilité qu'on a sur la métropole à une échelle d'une agglomération d'1,3 million d'habitants. Donc voilà, clairement, il y a vraiment un sujet là-dessus, d'où la question des acteurs relais et du maillage un peu de ces ancrages sur les territoires et en proximité de gens qui sont à minima informés, sensibilisés sur les questions de mobilité. Après, je pense qu'il faut faire attention à pas non plus pas inverser les rôles, mais en tout cas donner un rôle de conseil en mobilité aux acteurs de proximité qui ont déjà moult choses à faire, notamment sur des CIP ou des gens qui sont sur de l'accompagnement, sur un volet social. Et du coup, le métier de conseiller en mobilité, je pense qu'il est en construction et il s'enrichit aussi par l'expérience, mais il vient en complémentarité de l'accompagnement social qui peut être proposé par les conseillers insertion des territoires. Donc, je pense qu'il faut vraiment aussi avoir en tête qu'il y a un enjeu de complémentarité pour que les gens qui sont en proximité, au contact des publics et en confiance avec ces publics-là, parce qu'en fait, il y a aussi un gros enjeu parce que nous, un des gros constats avec cette exploration-là, la différence de ce qu'on avait pu mener avec une autre cohorte de ménages, c'est la question du suivi sur le long terme. Clairement, on n'a pas réussi à garder tout au long de l'exploration les ménages jusqu'au bout. Et je pense que c'est un des sujets sur l'accompagnement de ces publics-là, c'est comment on arrive à maintenir un suivi et à les capter le plus longtemps possible pour qu'ils arrivent à une autonomie aussi, quoi. Donc là, ouais, je pense qu'il y a un sujet là-dessus. J'ouvre un peu aussi le débat tout en faisant les enseignements de cette exploration. Et puis, on a le sujet de la fracture numérique. Voilà, je veux dire, on enfonce aussi une porte ouverte sur ce sujet-là. La ZFE, avec notamment le dispositif petit rouleur, voilà, c'est clairement un sujet. Donc, typiquement, par rapport à ça, nous, on a mis en place une assistance numérique pour les usagers, donc avec un numéro de téléphone pour déclarer les droits, etc. Parce qu'effectivement, il y a un besoin de ne pas avoir du tout numérique pour tout. Et sur les autres évolutions, donc là, on n'a pas tout à fait mis à jour notre support, mais on n'est plus sur l'étude d'une dérogation décalée. Ça, c'était en décembre. Elle est bien mise en place depuis janvier. Donc, on a une dérogation justement pour ce qu'évoquait, je crois que c'était Jade tout à l'heure, qu'on a effectivement globalement sur la métropole de Lyon une offre de solutions alternatives qui existe, qui est certes méconnue, mais qui existe. Donc, pour pouvoir s'en saisir, il faut qu'on accompagne une partie des usagers, mais par contre, sur des questions d'horaire décalé en zone périphérique ou des gens qui viennent de la périphérie sur le territoire ZFE, on a clairement un manque de solutions alternatives qui fait qu'on a abouti à cette dérogation horaire décalée.
Voilà, je ne veux pas être plus longue. S'il y a des questions, pas de souci. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Il y a des questions, on les prendra. On va poursuivre pour garder notre timing et parler de Limoges, métropole. Oui, alors je crois qu'ils ne sont pas là, donc c'est moi qui vais présenter très rapidement. C'est plutôt une slide qui montre ce qu'a révélé l'exploration sur le territoire. Donc cette exploration, elle a permis à Limoges de montrer que pour l'instant, au moment de l'exploration, en tout cas, il n'y avait pas assez d'alternatives à la voiture individuelle et que, en fait, voilà, pour appliquer des restrictions à l'usage de la voiture individuelle, donc en l'occurrence soit une ZFEM, soit autre chose, il allait falloir vraiment muscler ces alternatives à la voiture individuelle sur le territoire. Depuis la fin de l'exploration, parce que l'exploration à Limoges s'est terminée à l'été 2024, depuis la fin de l'exploration, il y a plusieurs services justement alternatifs à la voiture individuelle qui ont vu le jour sur les territoires. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a des vélos en libre service Pony qui ont été installés. Il y a une application de covoiturage qui est en train d'être expérimentée actuellement. Elle est gérée par Limoges Métropole. Donc, il y a un certain nombre de communautés qui commencent à être installées dans le cadre de cette application. Et il y a aussi une réflexion qui est en cours sur la gratuité des bus dans l'agglomération. Donc, voilà, tout ça, en tout cas, ça vient conforter aussi ce qu'on a pu voir dans le cadre de l'exploration que il y avait à l'heure actuelle pas assez d'alternatives à la voiture individuelle par rapport aussi aux autres territoires membres de l'exploration. Donc c'était une première chose. La deuxième chose, c'est que l'exploration a permis d'initier un dialogue avec les acteurs du social sur la mobilité, notamment, donc c'est plutôt l'aspect scientifique là, de l'exploration. Il y a eu certains focus group qui ont été organisés, animés par Jade Charbonnier, avec des acteurs sociaux où l'idée était de discuter avec eux de la mobilité, de comment au quotidien, dans leur travail, ils abordaient la mobilité, quels étaient leurs besoins, etc. Donc c'est un dialogue en tout cas qui a été initié au moment de l'exploration, à voir dans quelle mesure il peut être pérennisé, il doit être pérennisé, ça c'est une autre question. Sur le besoin d'accompagnement des usagers, ce qui a permis de mettre à jour l'exploration, on a déjà parlé, mais c'est de voir que chaque public aussi a besoin d'être accompagné de manière différente. On a parlé de la fracture numérique, on l'a vu à Limoges et aussi sur les autres territoires, on ne va pas pouvoir accompagner les personnes seniors, les personnes qui maîtrisent mal le français de la même manière, donc notamment avec du tout numérique, etc., que d'autres publics. Donc c'est quelque chose en tout cas qui a permis de révéler l'exploration. Et enfin, un vrai besoin de communication pour faire connaître les différents services, leur fonctionnement et aussi les rendre attractifs. Voilà, on peut pas, si les gens ne connaissent pas les alternatives à la voiture individuelle, il est compliqué évidemment de se passer de cette voiture. Donc j'enfonce aussi peut-être quelques portes ouvertes, mais en tout cas, c'était ce qui a permis de montrer l'exploration sur Limoges. Merci Clara. Et pour ceux de nos partenaires qui ont pu participer ce matin, on vous laisse également la parole pour un retour un peu prise de recul sur tout ce dispositif de votre point de vue, en fonction, j'imagine, de vos métiers, compétences et rôles également dans l'exploration. Donc tout le monde n'est pas là ce matin, mais on peut peut-être, si on fait des choses dans l'ordre alphabétique, commencer par l'ADEME, et donc Pierre Taillant, si tu veux prendre la parole, tu es bienvenue. Oui, merci Marc, bonjour à tous. Merci pour cette restitution complète et nos remerciements aussi aux collectivités qui ont joué le jeu malgré des difficultés ou des timings qui ne sont pas faciles à combiner à ce genre d'exercice, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant au niveau de leur retour. Moi, quelques mots rapides du point de vue de l'ADEME, de ce qu'on retient, c'est par rapport à ce qu'on peut proposer, nous, aux collectivités pour les outiller dans les diagnostics qui sont faits et les outils de connaissance des mobilités, les outils de connaissance des publics impactés par les mesures de type ZFE. Moi, je retiens qu'il faut aller au-delà, quelque part, des outils un peu classiques de cartographie, d'indicateurs, qui sont bien sûr indispensables, qui restent une base de travail
nécessaires, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Mais on voit bien que l'exploration, elle ouvre les voies, ou en tout cas, elle montre bien les pistes vers lesquelles il faut aller d'un point de vue de la connaissance aussi qualitative des mobilités, des publics impactés. On s'interroge sur qui sont les publics. Hein, on parle de publics invisibles. Ça interroge quand même sur voilà, quelles sont les conséquences de la mise en œuvre d'une politique ou d'un dispositif particulier. Et donc, voilà, il faudra bien voir qu'il faut des moyens aussi derrière tout ça. Il faut la connaissance, elle se développe. Il faut aller sur le terrain. Il faut parfois produire des études ad hoc pour améliorer et affiner cette connaissance. Après, moi, je retiens bien sûr la nécessité de coopération, de coordination, de décloisonnement des acteurs de terrain, des nouveaux relais qu'il faut trouver, des nouveaux prescripteurs, aller au-delà des prescripteurs un petit peu classiques, entre guillemets, de la mobilité inclusive. Hein, il faut inclure dans la boucle je sais pas, des garages, des garagistes, des relais, pourquoi pas également des bailleurs sociaux. J'avais vu aussi des questionnements autour de ce type d'acteurs-là. Et après, moi, j'ai été, enfin, pas surpris, mais vraiment ce qui revient très souvent, c'est le parcours d'accompagnement, la simplification des parcours, la simplification des offres, la mise en avant de l'offre socle déjà disponible sur le territoire qu'il faut faire connaître. Ça revient quand même très souvent. Les solutions ne sont pas connues, sont mal connues, ou voilà, des préconçus sont, on a parlé voilà, de l'accès à l'autopartage, ou comment sont perçus ce type d'offres par les différents publics. Donc voilà, aller vers le guichet unique, vers une lisibilité, avec cette contradiction qu'il y a entre, on voit bien, aller vers un accompagnement qui est très personnalisé parfois, ou qui demande à être très personnalisé, avec des outils plus classiques. On sort du numérique, donc il faut pouvoir jouer sur les deux tableaux, et cet enjeu après d'une manière aussi plus globale de massification, ou en tout cas de masse critique de certains publics à atteindre. Donc voilà, et j'ai été aussi sensible à, ça a été dit, à répondre au sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ça, il faut expliquer, il faut accompagner dès l'amont. Pourquoi pas inclure les publics dès ce travail les publics impactés, dès ce travail de diagnostic, dès le départ de construction d'une mesure comme ça. Donc voilà, on a affaire quand même, voilà, c'est très éclairant et ça met bien en lumière ces un petit peu point délicat de contradiction, voilà, recentrer, élargir, numérique, accompagnement plus traditionnel. Bien sûr, tout ça coûte, on le voit bien, ça coûte financièrement, ça coûte en accompagnement humain à mettre en disposition. Hein, ça a été rappelé, l'illustration du Grand Lyon le montre aussi. Donc voilà, il faut s'emparer de ces enjeux et mettre les moyens nécessaires aussi pour montrer l'impact que doivent avoir ce type de mesures comme les ZFE. Merci beaucoup, Pierre. Francis, on te redonne la parole pour le laboratoire de la mobilité inclusive, si tu le souhaites. Il n'y a pas grand-chose à rajouter après ce que vient de dire Pierre, si ce n'est un grand merci pour cette restitution vraiment très, très intéressante, qui oblige, on l'a vu, les publics à changer de comportement, mais on le voit aussi, tous les acteurs de la mobilité solidaire et inclusive aussi à modifier leurs propositions. Et nous, c'est ce qu'on avait vu dans un webinaire qu'on avait fait dans le cadre de la démarche Tous Mobiles, qu'on avait appelé ZFE et mobilité solidaire, l'heure des transformations. On voit bien que face à cette contrainte, si chacun change un petit peu de position, ça oblige tout le monde à travailler. Puis dans un discours un peu optimiste, on essaie de penser que si ces ZFE peuvent être, en fonction du chemin qu'on choisit, un outil de justice sociale en matière de mobilité pour les plus précaires, ce sera aussi au bénéfice de l'ensemble de la population. Mais on voit bien que et les publics d'un côté et tous les acteurs de la mobilité inclusive
sont impactés dans leur comportement, mais aussi dans leur manière de prendre en compte le sujet et dans cette transformation. Merci beaucoup, Voilà, Francis. Marc. Merci, merci. Et Pierre Garcia pour WeMove. C'est l'avantage d'avoir un W. On est sûr de passer à la fin si on fait le nord la fin. Ouais, désolé. Non, non. Ouais. Écoutez, d'abord, moi, je voulais commencer par remercier Auxilia pour cette expérimentation et puis bien sûr de nous avoir associés. Forcément que la ZFE, enfin le concept de ZFE, vieux de, je crois, de 2015. Moi, de tête, il y avait 10 ans d'ancienneté chez Wimou. J'en ai entendu, je crois, il y a 5 ans. Et c'est vrai que là, c'est devenu quelque chose de concret avec cette expérimentation. On était très contents et on a répondu rapidement à l'invitation de Marc à être associé à ça. Parce que bien évidemment, je dirais, alors c'est dans les enseignements, hein, ça conforte beaucoup des choses, des combats que mène Wimove depuis 25 ans. Puisque là, on parle bien sûr de l'accès égal à la mobilité, on parle de mobilité inclusive, de la défense aussi d'alternatives, et puis encore une fois de la place encore des publics précaires dans cette dans toute cette logique de mobilité. Donc forcément que pour nous, être associé à cette démarche de familles et des feux, ça permettait de manière, alors à grande échelle, en tout cas sur ces territoires sur lesquels on a été impliqué, bah justement de tester encore une fois la pertinence de ce qu'on défend depuis 25 ans, à savoir la question de l'accompagnement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, encore une fois, les démarches instaurer n'importe quelle mesure, si derrière il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de dialogue avec les personnes, bah, en fait, il y a forcément une mauvaise compréhension. Et quand je vois les résultats, justement, qui ont permis quand même encore une fois, à l'échelle de l'EXP, cette prise de conscience de la place de la voiture et de son coût, que ça, le changement de regard que ça peut apporter à certaines des familles, en tout cas des individus qui ont été sensibilisés, également le développement des compétences, puis le fait que ça a développé chez certains une appétence justement à avoir un mix mobilité un peu différent, bah déjà voilà, on est vraiment dans ce qu'on défend. Donc bien sûr, je ne vais pas revenir sur tous les écueils et challenges et défis qu'on a remontés, hein, enfin, qui ont été cités par tous les intervenants. Bien sûr, la question du numérique, la question comment garder les gens intéressés, le parcours, la simplification, la lisibilité. Mais bien sûr que c'était, en tout cas pour nous, très valorisant. Et d'ailleurs, ça a été plein d'enseignements. Alors je dirais aussi pour nos actions en cours et les actions à venir, puisque juste dans la continuité finalement de cette expérimentation, il y a eu justement 2 villes, Lyon et Paris, enfin au moins les métropoles, qui ont lancé justement un marché d'accompagnement sur des feux auquel on a été heureux de pouvoir être associés. Et puis je terminerai je rebondis sur une question qui avait été mise dans le fil. Dans le fil. C'était justement, est-ce que vous avez constaté les différences entre les territoires ZFE et non ZFE? Ben, aujourd'hui, nous, au WeMove, de notre côté, nous menons également une expérimentation en zone rurale qui s'appelle TerreMove. Donc là, on n'est pas dans une ZFE, bien évidemment. Pour autant, il y a quand même une prédominance, bien sûr, du véhicule et du véhicule thermique à 90% et plus. Et alors, le constat que je peux faire, encore une fois, de cette expérimentation, c'est que, bah voilà, nous, l'idée, c'était de nous d'amener une dynamique territoriale et d'avoir un peu des messages un peu équivalents, encore une fois, sur faites évoluer vos pratiques, les mobilités alternatives, la promotion de autre chose que le tout voiture. Alors, on va avoir aussi, encore une fois, tout repose également sur le développement d'alternatives, mais en ayant déjà une proximité, encore une fois, une pédagogie autour justement des autres solutions, encore une fois, ne pas être dans un discours aussi très extrémiste sur le sujet, bah, il y a des avancées significatives. Donc, encore une fois, voilà, on peut avoir ZFE ou pas ZFE, même combat, sans accompagnement, sans pédagogie, eh bien, ça sera difficile et c'est vraiment tout l'intérêt. Et encore une fois, on va continuer à militer. En tout cas, ça va nous pousser cette expérimentation à militer toujours WeMove de plus pour, je dirais, démocratiser la partie accompagnement. On aura même un concept aussi je dirais, de mobilité tout au long, enfin d'accompagnement mobilité tout au long de sa vie, hein, le continuum éducatif, pour dire ça autrement, et bien sûr à pousser encore une fois nos partenaires, les collectivités, au développement d'alternatives. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Question. Oui, il y a une nouvelle question dans le chat donc, sur la question des véhicules intermédiaires. Est-ce que ça a été envisagé comme possible solution pour certains usages et certains publics? Avec un lien qui permet d'aller voir l'extrême défi de l'ADEME, si je ne dis pas de bêtises. Véhicule intermédiaire, on est entre le vélo assistance électrique et le petit véhicule à moteur.
On est donc sur beaucoup d'initiatives et d'expérimentations en cours, à l'initiative, en tout cas au départ de l'ADEME. Non, sauf erreur de ma part, on n'a pas eu cette opportunité pour une raison assez simple, c'est qu'on a démarré cette affaire en 2022, que c'est à peu près le moment, je crois aussi, où l'extrême défi commençait à se mettre en place, que les véhicules intermédiaires commencent à occuper un petit peu plus le terrain qu'il y a 3 ans. Donc, dans d'autres dispositifs sur lesquels on peut travailler, par exemple, on travaille actuellement sur la question de la mobilité des aides à domicile dans les Landes. Donc, vous savez qu'elles ne sont pas particulièrement denses, les Landes, en termes de densité de territoire. Donc là, oui, on essaie, autant que faire se peut, de rattacher les possibilités d'expérimenter des véhicules intermédiaires, mais on n'a pas eu l'opportunité de le faire. Ça aurait été très chouette dans le cadre de l'expérimentation. Donc, ça n'empêche pas de les tester dans les configurations que nous avons présentées ce matin sur quelques territoires que ce soit. Si je ne dis pas de bêtises, vous me confirmez, hein, les collègues, on n'a pas eu d'opportunité. On a quelques minutes pour encore quelques questions-réponses, commentaires, si vous le souhaitez, avant de vous présenter rapidement 2-3 derniers éléments. Eh bien, on va passer aux 2-3 derniers éléments. Les prochaines étapes. Déjà, alors, je m'en occupe. Je vais le faire, pardon. On a rédigé un livrable qui revient sur l'ensemble des éléments qu'on a pu vous présenter ce matin, plus en détail, qui est en téléchargement avec le lien qui vient d'être inscrit par Clara, libre, hein, évidemment, puisqu'on a oublié de le dire au début, mais on est en créatif commun sur cette exploration. Donc, tous les enseignements d'exploration sont publics et ont vocation à être récupérés, retravaillés, adaptés, traduits. Vous voyez l'idée. Et donc là, vous avez la possibilité de télécharger l'intégralité du livrable sur le site internet de l'exploration. Il est également accessible sur le site internet d'Auxilia. Il fait une 40aine de pages, il n'est pas trop violent en termes de nombre de pages, donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil. On rentre dans le détail un peu plus sur la fabrication, le back-office. Voilà, ça peut être assez intéressant pour les personnes qui se posent des questions sur le mode de faire. La thèse de Jade est en cours. Oui, tout à fait. De mon côté, je mène toujours ma thèse sur la mise en œuvre des zones à faible émission. Donc là, c'est la 3e année qui vient de commencer. Donc je poursuis toujours mon enquête auprès des acteurs locaux et nationaux qui sont impliqués dans la mise en œuvre des zones à faible émission. Et puis, ce sera le début de la rédaction de la thèse qui commencera ensuite. Voilà, donc le sujet est toujours en cours, en tout cas pour une réflexion peut-être un peu plus de fond et puis centrée aussi sur l'action publique. Si vous êtes intéressé, et j'imagine que c'est le cas par les travaux de Jade, n'hésitez pas à être en contact avec nous pour qu'on puisse vous tenir au courant des prochaines étapes de son travail. Et merci encore à l'université et au laboratoire de l'immobilité de transport d'avoir été partenaire, notamment du fait de la thèse, mais pas que. On a eu des échanges très très riches autour de l'exploration. Et puis un dernier point sur un projet européen sur lequel on s'est lancé, dont va nous parler Clara. Oui, c'est le projet LEZ for All, donc c'est Low Emission Zones for All. Donc c'est un projet européen qui est financé par le programme Erasmus+, qui a démarré en fin d'année 2024 et qui se poursuit jusqu'à l'automne 2026. Donc c'est un projet où on va étudier, on continue dans l'étude de l'impact des ZFE sur les publics les plus précaires, disons. Et donc on va travailler sur ce projet, donc Auxilia est le partenaire coordinateur, et on travaille avec l'Université d'Anvers, Bruxelles Environnement pour la métropole de Bruxelles et la métropole de Barcelone. Donc côté France, on va étudier la métropole de Lyon, côté belge, ce sera à Bruxelles, et côté espagnol, Barcelone. Et donc l'idée ici, c'est vraiment de, toujours dans ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est d'essayer de voir comment on peut mieux faire travailler ensemble les acteurs de la mobilité et les acteurs du social, essayer de voir comment les uns et les autres
mieux dialoguer. Et donc, on va évaluer, en fait, Erasmus+ finance de la formation, et donc on va évaluer les besoins de formation des acteurs de la mobilité sur la partie plus sociale et les besoins de formation des acteurs du secteur social sur la partie plus mobilité. Qu'est-ce qu'ils connaissent des ZFE, de quoi ils ont besoin pour mieux pouvoir accompagner sur les problématiques de mobilité les publics qu'ils accompagnent au quotidien. Donc, c'est l'objectif de ce projet-là que de créer des modules de formation pour les professionnels du social et de la mobilité. Donc, ça, c'est vraiment l'élément de sortie du programme. Voilà, ces modules de formation, et va aussi en plus expérimenter des outils et des méthodes pour accompagner les publics vulnérables dans les métropoles où donc, il y a des ZFE qui sont en place. Et donc, voilà, certaines mesures d'accompagnement qui existent déjà sur une métropole vont être testées sur une ou les deux autres métropoles qui sont partenaires du projet. Donc en ce moment, on vient de lancer un questionnaire donc pour les professionnels du social et les professionnels de la mobilité qui travaillent sur les ZFE. Si vous êtes intéressé par... voilà, l'idée de ce questionnaire, c'est de comprendre les besoins de monter en compétences des uns et des autres. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous transmette le questionnaire. Voilà, et qu'on puisse avoir vos réponses d'ici à la fin avril. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. De notre côté, nous avons terminé cette présentation. Il y a évidemment la possibilité, il nous reste quelques minutes, de prendre encore une ou deux questions ou remarques, si vous le souhaitez. Et en attendant qu'elles arrivent éventuellement, au nom de l'ensemble de l'équipe d'Auxilia, un grand merci pour votre participation ce matin. Un grand merci pour l'appui très actif et très précieux de l'ensemble de nos partenaires. C'était une longue histoire, hein, cette expérimentation. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On est quand même très fiers d'avoir été jusqu'au bout et on a le sentiment dans les échanges, je pense que vous partagez ce que je vais dire. On a ce matin que ça n'a pas été inutile. D'autant plus qu'on fait ce webinaire, c'est tout à fait le hasard dans un contexte un peu particulier. Et voilà, un petit mot là-dessus. On a eu quelques journalistes au téléphone hier. Le propos de fond, c'est exactement ce qui a été dit quelques minutes précédentes, notamment par Pierre Garcia. C'est pas parce qu'on a une ZFE ou pas qu'il y avait une préoccupation pratique, concrète, sur la question des publics vulnérables, et on a vu tous les enjeux que ça pouvait soulever à beaucoup d'égards. Voilà, donc merci beaucoup. Anne-Sophie, tu nous demandes si les livrables sont disponibles en ligne sur le site Famille ZFE. Oui, on a mis le lien juste au-dessus, quelques posts au-dessus. On peut le remettre s'il y a un doute. Donc, il est sur famillezfe.fr. Il sera également sur le site Auxilia. Et évidemment, si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, ou si vous souhaitez poursuivre les échanges sur tous ces sujets, vous avez nos coordonnées ici, pour les coordonnées en tout cas de Clara et Marc. Vous pouvez nous envoyer un petit mail, vous pouvez nous appeler. Et encore une fois, un grand merci pour votre participation ce matin. Merci à l'ensemble des intervenants et des intervenants. Bonne fin de semaine et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, bonne journée.